Donc nous étions en fait au cours EG2 que nous avons déjà passé, mais j'avais oublié de mettre à jour ce paramètre. Et nous allons aborder maintenant le cours EG3, qui est la suite de notre petite analyse de ce schéma qui est extrêmement simple, vous voyez. Mais ça paraît intéressant de partir d'un cas très simple pour réfléchir à comment on conduit les installations et comment on les mesure, vous voyez. Donc les schémas sont utiles certainement au conducteur qui doit être capable de retrouver les composants qui peuvent poser problème, vous voyez, de les identifier, de remplacer une pompe, de redémarrer une pompe. C'est utile aussi pour l'audit. Et on va analyser ici quelles sont la manière un petit peu de tirer parti des mesures qu'on a faites, de les améliorer, de faire de bonnes mesures en fait, de manière à disposer d'indicateurs. C'est un point, vous voyez, où le domaine du froid, contrairement au par exemple à l'air comprimé, où il y a une certaine, je dirais, une certaine difficulté à disposer d'un indicateur de performance qui soit consensuel. On utilise une énergie spécifique de compression, vous voyez, mais les mètres cubes sont exprimés à des conditions de référence qui ne sont pas forcément consensuelles. Il y a des gens qui mesurent les mètres cubes à 0 degré, d'autres qui les mesurent à 15 ou à 20 degrés. Ça fait des écarts de 7, 8, 10%, et qui font que déjà au niveau du choix des unités dans l'air comprimé, on a des problèmes. Enfin, il existe 3 types de rendements: les rendements adiabatiques, les rendements isothermes, les rendements polytropiques. Pour l'air comprimé, on sent que l'air comprimé, ça va être un domaine où il y aura beaucoup d'ambiguïté sur qu'est-ce que c'est qu'une performance, un rendement de compresseur. Parce qu'on peut bien définir le rendement d'un étage de compression d'un compresseur donné, vous voyez, mais ensuite c'est plus compliqué. Le groupe froid, on a un peu d'ambiguïté aussi, mais on dispose d'un indicateur qui est le coefficient de performance, et qui est défini comme ça: c'est la puissance thermique utile divisée par la puissance électrique consommée. Ce coefficient de performance, ça vient de la thermodynamique, ça sort un peu du domaine de ce cours, vous voyez, c'est des choses qu'on aborde en tout cas très volontiers, mais peut-être dans ce qu'on appellera le cours un peu traditionnel, un peu scolaire ou un peu universitaire, vous voyez. Mais pour faire simple, quand vous mettez 1 kW de puissance électrique dans votre groupe froid, vous le fournissez, si c'est un bon groupe froid et s'il fait de l'eau à 5 degrés, il va vous extraire 4 kW de l'eau à peu près entre 3 et 5 kW, vous voyez. Il va extraire plus de froid que la puissance électrique noble que vous lui fournissez. Voilà. C'est le principe du fonctionnement d'un groupe frigorifique avec un système à compression où on met de l'électricité. De même, d'autres groupes frigorifiques, ce ne sera pas des kilowatts électriques, mais ça pourrait être des groupes à absorption, avec ici un bouilleur, une sorte de brûleur, comme pour une chaudière, qui brûle du gaz ou qui récupère une chaleur gratuite, si on a de la chance, à une centaine de degrés. Vous voyez. Et notre groupe froid, de la même manière, va fournir en théorie, quand ça se passe bien, plus de froid, plus de kilowatts de frigorifique, que la quantité d'énergie noble, en l'occurrence ce sera donc du gaz naturel, qu'on lui aura fourni. Vous voyez, cette sorte de coefficient multiplicateur est une caractéristique des groupes frigorifiques. Ça a été étudié par Carnot, etc. On va donc éventuellement dans la suite de nos cours aborder ces notions un peu théoriques, mais ça correspondra plutôt à un travail qui relèvera des études des formations sur la conception. Vous voyez, pour le concepteur, il va s'intéresser à acheter une machine qui fasse du froid avec moins d'énergie. L'armée américaine a été la première à acheter des climatiseurs en demandant, en exigeant, en intégrant en fait dans le calcul de rendement ce qu'on a appelé le coût global de durée de vie, et donc la consommation d'électricité du groupe froid pendant 5 années d'existence, pendant la durée de vie qu'il supposait possible techniquement, et qui correspondait à
à leur calcul de rentabilité, leur calcul d'actualisation. Donc la mesure du COP peut avoir un élément contractuel. Vous voyez, ça peut, l'armée américaine a dit, je veux un COP d'au moins 2, je crois, un truc comme ça. Ils avaient donc 2,5, c'était il y a 40 ans. Et ça a été la première fois où on a dit, voilà, le COP, coefficient de performance, il faut le mesurer précisément pour, comment dirais-je, s'assurer qu'on a une bonne performance énergétique au niveau de la production de froid. Vous voyez, moi je dirais, il y a d'autres éléments dans un réseau, hein, et on va les aborder. Mais le premier qu'on veut mesurer, alors bien sûr, on peut se baser sur les fiches techniques du fabricant de groupes frigorifiques qui a testé ces machines sur des bancs d'essai, qui connaît le COP avec une bonne précision dans pour des tas de régimes de température, parce que le groupe froid travaille entre T1 et T2 ici, mais il y a aussi la température du condenseur, donc la température du fluide de refroidissement du condenseur, c'est ce qui est souvent de l'eau de tour ou de l'air, qui va rentrer en compte. À ce stade-là, on a un schéma très simple. Vous voyez, on n'a pas voulu faire très compliqué. Il faut pouvoir raisonner sainement sur des choses simples. J'espère qu'elles paraissent simples quand je les explique. Il faut calculer ce COP avec une précision raisonnable. La difficulté principale, ce n'est pas la mesure de débit. Vous voyez, la mesure de débit, on peut l'avoir à 5% près avec un diamètre ultrason très standard, à 1 ou 2% près en mettant un très bon matériel. Ça dépend de la taille du tuyau, vous voyez, mais sur les tuyaux Ondem 100 ou au-dessus, on arrive à mesurer à mieux que 5%. Vous voyez, plus le tuyau est gros, plus la mesure par ultrason de débit est précise. Plus le tuyau est petit, plus le temps de transit est court et plus la mesure est imprécise. Mais vous voyez, dans notre calcul qui intervient dans le calcul du COP, au numérateur, il y a la nature de l'eau. Donc si c'est de l'eau pure, ça va, c'est pas trop ambigu, c'est pas incertain, c'est même très précis. Le débit massique, on va le connaître à 5%, ça va introduire donc un 5% d'incertitude dans cette affaire, vous voyez, dans le COP. Le delta T, on a découvert, nous, que c'était le plus délicat. Pourquoi? Même en mettant des doigts de gants, même en mettant ce qu'on a fait au départ des sondes PT 100 atomes de classe A, qui mesurent, je crois, à 0,2 degrés Celsius près, vous voyez, on avait une incertitude de l'ordre d'un demi-degré sur l'écart de température entre T1 moins T2. Vous voyez, et si on avait 0,5 degrés Celsius d'incertitude, dans l'absolu, c'est très petit, vous voyez, ça paraît négligeable, mais pas du tout. Si la vraie température varie d'à peu près 1 degré, et qu'on a un demi-degré d'incertitude, on a 50% d'incertitude en plus sur le calcul du COP, sur le calcul de la puissance frigorifique, et sur le calcul du COP. Donc, la démarche de ma petite société, ça a été longtemps de faire deux choses. Le premier point, on peut mesurer la somme des puissances échangées. On peut mesurer la somme des puissances échangées en disant, voilà, la puissance totale utile, c'est la puissance totale utile livrée. Alors, c'est une idée qui paraît sympathique, mais attention, dans ce cas-là, on a toutes les pertes de froid, tous les échanges thermiques le long des tuyaux, qui sont quelquefois assez longs, qui vont faire qu'il y a une utilisation supplémentaire fantôme, en quelque sorte, qui sont les pertes du réseau. Les pertes du réseau aussi ici. Peut-être aussi la quantité de chaleur dégagée par la pompe et fournie à l'eau qui circule en permanence. Vous voyez, si vous avez ici une pompe de 50 kW, ben ces 50 kW contribuent à chauffer l'eau. C'est comme ça que ça se passe avec une pompe. Vous voyez, vous avez de la chaleur qui rentre dans votre eau glacée à cause des pompes. Donc, on a à la fois ici donc une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est qu'on va calculer ici état dist et rendement de distribution, ça c'est une lettre grecque, et on va dire que le rendement de distribution, c'est la somme des puissances utiles sur chacun des utilisations, là il y en a 3, divisé par la puissance thermique utile délivrée par le groupe froid. Vous voyez, donc, si on a des tuyaux très bien calorifugés, on peut de cette manière-là dire au moins le COP est supérieur à ça, puisqu'on a un peu de perte. Vous voyez, donc si on trouve un COP de 2,5, on dit bah, c'est pas un bon résultat, mais c'est qu'il y a des pertes. Vous voyez,
il n'en reste pas moins qu'on n'a pas vraiment vérifié la valeur qui peut être contractuelle du coefficient de performance, et on a encore moins mesuré la déperdition du réseau, puisqu'on n'a pas forcément, si on n'a pas une bonne précision pour cette puissance thermique utile dégagée par le groupe froid, le boulot qu'il fait, c'est d'enlever la chaleur de ce réseau d'eau qui tourne en circuit, et de la rejeter en fait ici, soit à l'atmosphère s'il est refroidi par air, soit dans un circuit d'eau primaire, hein, de l'eau de tour ou de l'eau perdue. Notre groupe froid, vous voyez, pour l'instant, si on n'arrive pas à mesurer précisément les écarts de température, surtout sur le groupe froid, on n'a pas de bonne précision sur notre situation, sur notre COP et sur le rendement de distribution. Alors, nous avons eu une démarche qui consistait en fait à essayer de travailler sur des mesures de température différentielle plus précises. Nous avons développé en interne des schémas de câblage qui font qu'au lieu de s'intéresser précisément à la valeur T1 et à la valeur T2 et à faire la soustraction, on accepte d'avoir des mesures pas terribles. Vous voyez, elles sont à 1,5 degré près, bon, c'est bien. La valeur exacte de la mesure, à la limite, on s'en fiche, vous voyez. C'est une démarche qu'on a eue. Et on a dit, par contre, on va étalonner nos capteurs pour qu'ils soient très précis pour mesurer une différence de température. Voilà. Alors ça, c'est une démarche qui est intéressante parce que ça nous a permis de passer d'une incertitude, de passer assez facilement, vous voyez, d'une incertitude qui avant était très importante, hein, de l'ordre d'1,5 degré, à une incertitude qui est plutôt de l'ordre d'un dixième de degré sur la différence de température. Ça consiste en fait à faire un étalonnage en place d'un système et d'avoir un câblage sur lequel on pourra revenir si ça vous intéresse. Ça fait plus partie des échanges qu'on a normalement après un cours un peu magistral, comme je fais. Mais on va mettre quelques informations sur ces produits. Alors, il y a d'autres manières de faire. On a des produits, ce qui existe sur le marché. Sur le marché, en fait, des gens qui font les rendements des turbines utilisées pour produire de l'électricité à partir d'une chute d'eau. Dans ce domaine-là, on a des matériels sur le marché qui sont très précis, qui mesurent au millième de Kelvin près, au millième de degré Celsius près, l'écart de température. Alors, nous sommes rapprochés donc, de gens qui proposent ces produits, et nous sommes en mesure de vous proposer en prestation de service, parce que nous, on n'est pas trop intéressés par la vente de matériel, des études où on pourra mesurer. Alors normalement, quand on fait ça, on prend la peine d'avoir un doigt de gant, vous voyez, parce que nos sondes doivent être... En général, c'est plutôt même des piquages. On les insère directement dans la canalisation avec un swatch lock, avec un raccord à compression. C'est comme ça qu'on arrive à mesurer donc très précisément certains rendements de turbine ou de pompe. Mais en l'occurrence, c'est applicable pour un groupe froid. Pour que ça fonctionne bien, il faut des doigts de gants. L'autre solution, c'est d'avoir des sondes de contact et de les isoler thermiquement. Ce sont des points dont on parlera plus en détail dans la suite. Sachez simplement que dès lors qu'on a mesuré précisément le débit, le débit et l'écart de température, on a la puissance thermique utile produite par le groupe frigorifique. Si on fait la même chose sur les utilisations et qu'on mesure toutes les utilisations, en fait il faut être exhaustif, on a à la fois une mesure de l'efficacité de la production de froid et une mesure de l'efficacité de sa distribution. Et là, on commence souvent à avoir des surprises et on peut commencer à faire un audit énergétique et à prendre des décisions comme changer l'architecture du système sur une base scientifique et rationnelle. Merci pour votre attention. Et je continue à comprendre de plus en plus compliqué mon schéma.